Arnaud Cheminant au micro. Salut Arnaud. T'as Jérémy. Ça va et toi? Ouais, la forme, ouais. Alors, tu as plusieurs activités. Un club IMO avec plus de 200 professionnels investisseurs. Ouais, Je pense qu'il y a pas mal de choses à aller tirer de cette partie un peu networking réseau. T'es marchand de biens. Avant tout marchand. On va parler de marchand. Surtout marchand. C'est un grand sujet. T'as plein d'investimos, donc on va parler un peu de tes projets aussi en locatif. Et de tes problèmes, parce qu'en ce moment ça marche hyper bien sur Instagram. J'ai des millions de vues avec les problèmes de mes invités. Après ils m'en veulent parce que c'est ça qui marche le mieux. Non, je plaisante, mais allez sur Insta, vous verrez. On passe le vie à gérer des problèmes. Le Instagram ça fait un bail. Et puis voilà, ravi de pouvoir parler de tous ces sujets. Ravi. Parler de néo-marchand aussi, de voir comment on peut se lancer quand on est jeune et inexpérimenté. Est-ce qu'il faut le faire d'ailleurs? Ça va être un sujet aussi. Et non, moi c'est vraiment ton parcours d'investisseur qui va m'intéresser. Plaisir. Hein. Tu sais que je suis impressionné d'être là. Hein. C'est vrai. Je l'écoute depuis le début. Hein, ça fait un bail depuis 4 ans. Depuis 4 ans quand même. Ah, incroyable, incroyable. Et c'est sorti au moment où tu commençais quasiment. Ouais, bah voilà, exactement. Tu vois, je démarrais dans l'immobilier, j'ai vu un podcast IMO et j'ai écouté. Et j'ai kiffé. J'ai kiffé ton podcast. Trop bien, moi ça fait hyper plaisir. T'avais beaucoup de gens quali qui passaient ton podcast, vraiment intéressant et tout, donc. C'est trop chouette. Moi, c'est les messages qui me plaisent le plus sur les réseaux quand je vois quelqu'un qui me dit, j'écoute le podcast depuis 2 ans. Ouais. Là, avec ma femme, on a acheté un immeuble. C'est sur tes conseils. Parfois, je suis là, wow, attention. Je t'avoue que ça peut poser problème parce que quand t'écoutes ton podcast, t'as à la fois des investisseurs qui vont faire la location courte durée, d'autres qui vont faire location à l'année, d'autres qui vont faire du marchand. En fait, t'as envie de tout faire. C'est vrai. Et c'est la pire des idées. Donc, c'est encore pire. Moi qui les enregistre, je finis, allez, tu me demandais combien de temps je passais sur le podcast par semaine. Je te disais entre une demi-journée et une journée. Mais après, je crois qu'il y a une journée entière à aller faire des business plans et aller faire des recherches, aller mettre des nouvelles alertes sur le bon coin, sur la nouvelle niche que je viens de découvrir. Et je sais pas si ça vous arrive aussi en tant qu'auditeur, mais c'est. Ça, je l'ai fait. J'ai arrêté pour le focus. Je crois que c'est très dur, hein, surtout quand t'es entrepreneur. Mais focus, c'est syndrome de l'objet brillant, je crois on appelle ça. Ouais, je sais pas, mais c'est ça. Et je pense qu'on a tous le même problème. Hein. Ouais. Mais à un moment donné, il faut se canaliser parce que c'est. Toi, t'as commencé du coup en 2019. Oh ouais, exactement, mi-2019. C'était quoi ton parcours juste avant? Ouais, alors moi je suis fils d'agriculteur. Okay. Je suis de la campagne nantaise. Et donc en fait, si tu veux, moi j'ai suivi un cursus très agricole. Hein. Donc déjà, pas très bon à l'école. Donc en filière générale, ils m'ont dit, tu vas en BEP Bac Pro, voilà, t'es recyclé entre guillemets. Et en fait, ça a été la plus belle des décisions, parce que je suis parti en BEP Bac Professionnel maraîchage. Très très spécifique. Ouais. Ensuite, je suis parti en BTS agricole. Et ensuite, je suis parti en école d'ingé. Et ensuite, je suis parti travailler à l'étranger 5 ans en tant qu'expatrié, en tant que commercial dans des groupes agribusiness français. Et je suis rentré en France en 2019 à Nice. Tu vends quoi en tant que commercial dans l'agribusiness? Alors moi, en fait, j'ai travaillé pour 2 boîtes. Une première où en Andalousie, je gérais une usine. J'importais de la mangue et de l'avocat d'Amérique du Sud et d'Afrique. D'accord. Que l'on conditionnait sur place et on revendait donc les mangues et les avocats sur le marché européen. Donc à Leclerc, à Carrefour, en Angleterre, en Allemagne, en France. Et l'autre activité, donc j'étais responsable commercial donc en Amérique centrale, donc je vivais au Mexique avec ma femme et on vendait des serres dédiées à l'agriculture, clés en main. Donc en fait pour les produire de la tomate hors sol, du concombre hors sol. Ceux qui nous écoutent, qui sont écolos et bio, je pense qu'ils vont pas trop kiffer. Mais entre les mangues par avion et les. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, je vendais, je vendais de l'équipement agricole pour des investisseurs souvent américains. D'accord. Qui produisaient au Mexique, au Guatemala par exemple, et ensuite ils exportaient sur le marché américain ou canadien. Donc voilà. En quoi cette expérience de commercial et est-ce qu'elle t'a aidé en tant qu'investisseur immobilier après? En fait, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, alors certes, c'est le métier de commercial, mais d'autant plus que moi, j'étais à l'étranger et j'étais souvent le seul responsable commercial de la zone. En fait, souvent, les groupes, ils t'envoient là-bas et c'est à toi de développer la zone, quoi. Ouais. Donc, en fait, ça t'aide énormément dans la débrouillardise où j'ai beaucoup, beaucoup appris à me débrouiller. C'est-à-dire que t'arrives, ils te disent, écoute, tu dois développer le marché d'Amérique. En plus, je parlais pas espagnol, hein, quand je arrivais. Donc, tu dois développer le Mexique, le Guatemala, tout ce coin-là. Et donc, t'es obligé de te débrouiller, en fait. De par la langue, de par la culture et de par l'approche business, elle est différente aussi.
C'est-à-dire que le business avec un Mexicain ou avec un Américain, c'est différent d'un Espagnol. Mexicain, Espagnol, c'est un peu pareil, mais c'est différent de la culture française, par exemple. Donc en fait, ça m'a beaucoup aidé là-dessus. Ouais. Ok. C'est quoi le switch qui se passe pour te lancer dans l'immobilier? Bah écoute, très simple. On était à l'étranger. Avec ma femme, on en avait marre de l'étranger. Et ma femme est niçoise. Et moi, je suis nantais. Tu vois, il y a quand même un petit paradoxe entre les deux, c'est le beau temps quand même. Et quand tu vis à l'étranger, en Espagne et au Mexique, au soleil, on s'est dit on va rentrer à Nice. Sauf qu'à Nice, dans mon secteur, il y avait strictement rien. Et en fait, l'IMO m'attirait depuis quelques années. Et j'ai commencé à... Bon, tu vois, c'était l'époque des formations sur YouTube et tout. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'IMO. J'ai acheté une formation à l'époque. À Nice, il n'y a pas de agribusiness, mais par contre, des formateurs IMO ou des investisseurs IMO, je dis, on a j'ai l'impression. J'ai même pas fait le rapprochement, mais t'as raison, c'est exactement ça. Ouais. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a un invité sur deux qui vient de Nice, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est fou, j'avais même pas fait gaffe. Et donc, en fait, j'ai suivi une formation en ligne et j'ai eu le déclic. Alors, c'est beau, une formation, ça t'apprend à investir. Entre guillemets, ça t'apprend les bases. Après, étant donné que j'étais assez débrouillard et j'avais quand même l'âme d'entrepreneur, très rapidement, en fait, je me suis lancé, j'ai voulu acheter mon premier bien. Donc en fait, à cette époque, pour t'expliquer, j'avais mis beaucoup de cash de côté, parce que quand t'es expatrié, t'as la chance de pas avoir le logement payé, la voiture payée, tu mets beaucoup de côté. En fait, j'ai pu acheter mon premier bien. Et après, j'ai trouvé un boulot à côté dans l'immobilier, pour être salarié. Et ça m'a permis d'investir dans l'IMO, un deuxième appart, un troisième appart. Ok. Un premier achat-revente. Autour de Nice ou... Non, j'étais un peu fou. Marseille. D'accord. Pourquoi Marseille? J'ai jamais mis un pied à Marseille avant ça. Et en fait, j'avais découvert Marseille via un copain qui investissait sur Marseille et je me suis dit je vais investir là-bas. J'ai investi dans des quartiers où je pense beaucoup de Marseillais n'auraient pas investi, mais en fait ça a été les meilleurs investissements de ma vie dans le sens où c'est là que j'ai eu le déclic. Et mine de rien, ils sont pas si mauvais que ça. Pas les pires en tout cas que j'ai aujourd'hui. Ouais, mais de toute façon souvent les locaux, c'est pas toujours les meilleurs. Non, ça c'est vrai, ce que j'ai remarqué. Pour choisir. Alors en tout cas ceux qui sont locaux et pas investisseurs, tu vois. Ouais. Pas du tout les endroits où ils vont bien investir. Ouais. Et quand tu vois sur Marseille, pour ceux qui connaissent, tu vois, j'ai investi dans le premier, dans le deuxième. En 2019, c'est vraiment les quartiers même encore aujourd'hui, on va dire jusqu'à 2022, c'était les arrondissements totalement délirants en termes d'augmentation du prix de marché, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de, alors pas des Marseillais, mais plutôt soit des Parisiens ou des Niçois comme moi ou des Nantais ou autres qui investissaient à Marseille. Et les prix ils ont explosé. Et donc en fait, c'est plutôt intéressant parce que ça se louait pour la location courte durée, ça se louait en location à l'année, et même sur la revente, t'étais gagnant parce que t'avais ton prix t'as ton prix qui augmentait, ton prix de marché, et donc t'amortissais derrière ton capital en plus, donc c'était super intéressant. Ça ressemble à quoi une première OP pour toi? Alors c'était pas la plus rentable de chiffres ou... je t'avoue que je veux dire en termes de chiffres, je pense que ça va décevoir plus de tes auditeurs. Ouais. J'étais à 7,5% brut, donc ce qui est pas énorme. Maintenant, j'ai appris que le rendement brut n'était pas la meilleure métrique, plus le TRI aujourd'hui, pour ma part. Mais mine de rien, c'était pour moi le meilleur investissement parce que c'est là que j'ai eu le déclic. En fait, tu vois, moi, je rencontre beaucoup de gens qui veulent investir dans l'IMO. Pour beaucoup, en fait, ils investissent pas dans l'IMO parce qu'ils ont peur de mal investir. En fait, moi, je me suis rendu compte que certes, c'était pas mon meilleur investissement. Par contre, j'ai énormément appris déjà via le process. T'apprends ce que c'est un compromis. Comment lire un devis, comment gérer ton artisan, donc tu l'apprends sur ton premier investissement. Et puis après, mine de rien, t'as le déclic, t'enchaînes sur un deuxième, un troisième. Et mine de rien, tu vois, j'ai revendu cet investissement l'année dernière. Et tu vois, j'ai fait une plus-value. Franchement, c'était un très bel investissement. La zone était de toute façon très bien choisie. La zone était liquide. Je pense que ces 3 dernières années, la ville qui est le plus revenue dans quelle ville faut-il investir cette année, c'était Marseille. Et j'ai l'impression que ça continue même. Ouais. Et je l'ai vendu un peu. J'ai eu de la chance. Je l'ai vendu. Sous-côté, quoi. Ouais. Ah, mais c'est vrai. Mais je l'ai vendu. Non, attends, je t'ai pas dit l'année dernière. Je l'ai vendu il y a 1 an et demi. Donc avant la crise, vraiment. Je l'ai vendu pile au bon moment parce que je pense que ça a été plus compliqué. Bon timing. Bon timing, ouais. Vraiment, j'ai eu de la chance. Ouais. Pour démarrer et décanter l'épisode, je vais te proposer de faire une petite minute. La petite minute, ça fait un bail. Ouais. Avec des questions un peu rapides. Vas-y. Tu réponds hyper rapidement, comme ça on fait le max de questions. Vas-y. Allez. Je me les suis préparés. Je lance le chrono. Tes réponses oui, non Pas tout le temps. Ok. Est-ce que tout le monde devrait investir dans l'immobilier? Oui. Faut-il acheter ou louer sa résidence principale? Acheter. La France, c'est un paradis fiscal pour ceux qui connaissent le mieux les règles ou pas? Je pense qu'il y a mieux quand même. Ok.
les résultats aux législatives, est-ce que ça impacte les investisseurs immobiliers? Ah oui, ça va impacter en fonction de la politique qui va être menée par le nouveau gouvernement. Pour faire du marchand de biens, on se forme gratuitement sur Internet ou il faut absolument payer une formation? Alors moi, je suis pas le bon exemple, mais je me suis formé tout seul au métier de marchand, mais je pense qu'on peut être autodidacte. Ok. En 2024, les taux, ils vont continuer à monter, descendre? Je pense qu'ils vont légèrement baisser. Ok. Franchement, je m'attends pas. Et les prix de l'IMO? Je pense, en fonction des zones, je pense que ça va se redynamiser un petit peu. Ok. LinkedIn, c'est surcoté ou sous-coté? C'est sous-coté. Sous-coté. Pour beaucoup de gens, c'est sous-coté. Alors. Ok. Faire ses travaux soi-même ou tout déléguer à une entreprise, c'était la dernière. Ah, tout déléguer, Jérémy. Hein, on est d'accord, hein? J'adore ça, le chantier. C'était une bonne minute. On apprend pas mal de choses. J'aime bien ces questions. On a souvent... Bon, je vois que ces questions-là, tu les poses à différents invités. On n'a pas tout le temps les mêmes réponses, ça qui est drôle. Non. Rien que sur la résidence principale ou tu vois. C'est une question qui intéresse toujours les auditeurs. Exactement. Et qui fait toujours des longs débats. Toi, tu disais plutôt acheter. Plutôt acheter, ouais. Moi, j'ai acheté rapidement. C'est un de tes premiers biens? C'est ton premier investissement? Non, on a acheté, nous. Bah, remarque, c'était fin 2020, donc c'était mon 4e bien. Et tu vois, aujourd'hui, on a bien amorti. Et demain, tu vois, on veut le revendre d'ici 1 an et on va faire une belle plus-value dans notre zone. Tu vois. Donc moi, j'habite la RPI Canois, donc Valbonne, pour ceux qui connaissent. Un petit village en RPI niçois. Et aujourd'hui, franchement, c'est un super investissement. Tu vois, on a amorti une partie du prêt. On a fait une plus-value. Donc aujourd'hui, non. Et puis ça va nous permettre de racheter plus gros derrière avec ma femme. Peut-être une maison, tu vois. Ok. Nous présente un peu tes différentes activités, les choses que tu fais. Écoute, j'en ai 3. Ouais. 2 qui me prennent beaucoup de temps. Et une qui me prend moins de temps, mais j'ai quand même beaucoup de problèmes. Donc, on va commencer par celle-là. Donc, j'ai une quinzaine de biens IMO, donc depuis 2019 en locatif, tout en location nue ou meublée. Donc, je fais pas du tout de Airbnb. Je suis vraiment focus sur ce type de modèle. Donc, j'investis dans 4 villes différentes, donc Grasse, qui est les Alpes-Maritimes, Marseille, Nîmes et Lille. Alors, Lille parce que c'est une ville que j'ai fait une partie de mes études, j'y ai travaillé, donc j'ai pas mal de réseaux et j'aime beaucoup cette ville. T'as étudié où? J'ai étudié à moi à Angers. Ouais. Et j'ai étudié un peu parce qu'il y avait des liaisons entre les différentes écoles d'ingénieurs agronomes entre Lille et Angers. Du coup, voilà. Angers, bonne ville pour investir aussi. Alors j'ai jamais étudié, mais apparemment c'est une très bonne ville. Ouais, il y a une très bonne ville pour vivre aussi. Ok. Ouais. Et beaucoup d'étudiants. Bien pour la coloc. Ouais. Et donc ça c'est mon activité. Donc j'ai tout mis en gestion. Aujourd'hui, je ne gère plus rien. En agence? En agence. Okay. Ouais, je gère plus, trop chronophage. Franchement, j'ai des problèmes d'impayés, de relance. Et j'en pouvais plus gérer le ballon d'eau chaude qui tombait en panne. J'en pouvais plus. Donc j'ai tout délégué. Aujourd'hui, je n'investis plus du tout. J'ai tout là. Aujourd'hui, j'ai plutôt consolidé. J'ai mis de côté pour me consacrer vraiment sur mes deux autres entreprises. Donc c'est la première, donc c'est Gustave Capital. Ça, c'est vraiment ça me prend 80% de mon temps. D'accord. Donc celle-ci, c'est vraiment l'activité de marchand de biens. Donc je me suis associé avec 2 autres associés. On est 3. Donc avec Rudy, qui est avocat en droit immobilier. Donc lui, il gère toute la partie juridique de nos projets. Et Jean-Philippe, qui lui s'occupe de toute la partie travaux. C'est-à-dire qu'on a notre boîte de bâtiments sur Marseille et c'est lui qui dirige cette boîte de bâtiments. D'accord. Donc en fait, c'est une société vraiment de marchand. On est vraiment spécialisé, nous, dans la réhabilitation d'immeubles. Et on fait aussi de l'appartement, mais vraiment uniquement sur ces 2 types d'actifs, mais vraiment en réhabilitation d'immeubles. Même en arrêté de péril sur Marseille. On est vraiment focus sur Marseille à 80% et 20% les Alpes-Maritimes. Mais beaucoup plus Marseille parce que c'est un vrai vivier d'opportunités. Le parc immobilier est très très vieux. Donc il y a beaucoup à faire. Et mine de rien, la population a quand même un moins gros pouvoir d'achat. Donc a moins d'argent pour faire les travaux dans les copropriétés. Donc ça se délabre beaucoup plus vite. Donc on a des meilleurs OP que sur Nice où les gens font beaucoup de travaux et tout. C'est un peu comme à Paris. Donc voilà, nous on est vraiment sur Marseille. Et ça va faire 2 ans... presque 2 ans qu'on a lancé Gustave Capital. On a différents chantiers en cours. Combien d'opérations du coup Alors aujourd'hui, on a 5 biens en cours de revente. Donc là, on est sur 5 appartements. Ouais. On a un immeuble en cours de rénovation du Vilo. Là, on a un immeuble en cours en cours d'acquisition. Donc là, c'est quasiment, ça va être accordé. Et là, on a eu l'accord d'un co-living à Lille également. Pour le racheter?
Alors, on va le mettre en exploitation et on va le revendre clé en main. D'accord, ok. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est pas un co-living, mais ça En fait, aujourd'hui, c'est une maison. D'accord. On va réhabiliter de 10 chambres. Ok. Donc, c'est tout nouveau pour nous. C'était vraiment pour diversifier, tu vois, le lieu, et on a eu l'opportunité via mon contact. On s'est dit, bah, si derrière on le revend pas tout de suite, c'est pas grave, on a les loyers qui tombent. Et au pire des cas, on fait un refinancement derrière. Bon, on le garde au sein de Gustave Capital, mais c'est pas l'objectif. C'est quelque chose qui est possible. Donc, tout est en cours globalement dans les OP. Ouais, tout est en cours et puis on en négo sur d'autres. Parce qu'en fait, là, bon, c'est toute la complexité du métier de marchand, c'est la course à la trésorerie. Donc en fait, là, faut qu'on revende les 5 biens, les 5 appartements avant la fin de l'année, parce qu'on a d'autres biens qui arrivent derrière à faire financer. C'est ça, parce que pour le moment, t'as rien vendu, donc t'as pas fait encore rentrer de cash. Exactement, on a revendu l'année dernière. Ok. Mais derrière, on a réussi à structurer autour de nous des investisseurs qui nous suivent sur les projets. D'accord. Donc on a aussi des comptes à rendre. Et donc en fait, là, l'idée, c'est de revendre l'année prochaine, revendre là cette année les 5 biens qu'on a en cours. Et parce que là, on a d'autres biens dont on a signé les offres d'achat qui vont arriver avant la fin d'année, alors qu'on a les financements. Okay. En fait, tout doit se juxtaposer. Et c'est toute la complexité du métier. Ouais. Bah, on reviendra sur ces points de comment tu as lancé Gustave Capital et de cette expertise un peu sur la partie structuration de projet, même sur la partie juridique, etc. Ouais, bien sûr. Des questions qui m'ont été pas mal posées, notamment sur le château, parce qu'on a structuré une levée de fonds aussi et tout. C'est important. Et je pense que ça peut intéresser du monde. Ouais. Et du coup, tu as une troisième activité. Ouais, alors attends, parce que ça, c'est sur Gustave Capital, en fait. Et d'autre part, sur Gustave, on a Gustave Conseil. Ouais. Qu'on a lancé il y a très peu de temps. Parce qu'en fait, si tu veux, nous, aujourd'hui, on nous envoie beaucoup d'opportunités à Marseille. Sur 100 OP, il y a peut-être que 3 biens qu'on va acheter nous, pour du marchand. Il y a 80% des biens qui sont mis à la poubelle. Et il y a le reste qui est très intéressant pour du patrimonial. Sur des montants aux alentours de 800 000, 1 million, 1 500 000. Aujourd'hui, c'est des biens que nous, on n'achète pas au sein de Gustave parce qu'on n'a pas vocation à être foncière aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise ou family office qui veulent investir sur Marseille. En fait, ils n'ont pas la connaissance marché ou la connaissance terrain. En fait, nous, aujourd'hui, on les accompagne à investir sur ce marché, uniquement sur l'immeuble à minimum 800 000 euros. En fait, nous, on gère pour eux toute l'opération. En fait, nous, aujourd'hui, ça ne nous prend pas plus de temps parce que l'analyse, dans tous les cas, moi, je reçois le bien, donc l'analyse, je la fais dans tous les cas pour mon métier de marchand. Donc, en gros, sur mon tableau Excel, je sais exactement dans la foncière combien on sort, enfin, en mode patrimonial, combien on sort en rendement, en TRI, et sur la partie marchand, combien je sors en marge. Sur la partie travaux, nous, derrière, on a tout internalisé. Derrière, nous, on fait les travaux sur un immeuble en marchand, un immeuble en patrimonial, pour lesquels la réhabilitation d'un immeuble, c'est la même. Donc, en fait, derrière, nous, on accompagne ce type de profil, souvent qui veulent investir sur Marseille pour développer leur patrimoine. Et ensuite, on récupère, nous, on se rémunère en frais de gestion. Voilà. Okay, donc, c'est attention, c'est une activité annexe. Le but, c'est pas de la développer. Nous, c'est vraiment notre activité de marchand. Mais aujourd'hui, on a des gens qui nous contactent pour développer ça. Donc, voilà. La petite activité d'opportuniste, quoi. Ouais, d'opportuniste. Mais comme on connaît tellement bien cette ville, aujourd'hui, on sait exactement où est-ce qu'on met les pieds. Donc, on est capable de le faire. Et voilà. Jamais jamais négatif pour moi le mot opportunisme. Non. C'est juste aller saisir de temps en temps. T'as des appels entrants et. Nous la structuration, en fait, nous on structure de la même façon. Tu vois, c'est un patrimonial ou un marchand, c'est la même. Tu analyses de la même manière et puis tu rénoves de la même manière. Puis tu mets en location et nous on a un partenaire sur place. Ok. Trop bien. Donc ça c'est Gustave Capital. Ok. Et il y a le club aussi. Aujourd'hui, on a le Baron Club. Alors ça, le Baron Club, pour te dire, c'est une société aujourd'hui, mais à la base, c'était vraiment plus pour s'amuser. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis un grand fêtard, je suis un grand épicurien, un de mes associés, Rudy. Et en fait, on a créé à la base, alors nous, pour te dire le Baron Club, on a créé à la base ce club pour se réunir entre copains sur Nice. D'accord. Pour se réunir autour d'une bonne table, une bonne bouteille de vin et par l'IMO, qu'avec des gens quali, tu vois. Okay. Souvent, tu vois ce que c'est, quand t'aimes l'IMO, t'es passionné d'IMO, pas avec ta famille ou tes potes qui sont pas dans l'IMO, bon, tu les saoules un peu et les gens ils te comprennent pas. Je vois très bien. Tu comprends. On avait le même club avec les copains. Ah, qui s'appelait Lotary Club. Ah ouais, en référence au Rotary Club. Ah ouais, c'est marrant. C'est très drôle. Pas mal. Et qui était un peu notre petit club d'investissement. On se faisait des bonnes bouffes aussi et on discutait de placement d'opportunités. Mais le but c'est, tu vois, à la journée on a tellement de problèmes. Le but c'est que tu vas le soir avec tes potes dans l'investissement. Tu mets ton cerveau de côté et tu parles IMO, mais pas que, tu vois. On parle entrepreneuriat, on parle de d'autres choses aussi, tu vois. Donc en fait, ça a démarré comme ça, on était 5. Et j'ai commencé à communiquer un peu par hasard sur LinkedIn, tu vois. J'écrivais pas mal sur LinkedIn. Et là, je sais pas, en fait, le concept a pris. J'ai vraiment écrit en mode nature peinture, tu vois. Vraiment en mode authentique, tel que je parle là. Genre ce qui marche le mieux. Ouais. Et en fait, ça a pris.
Nice, aujourd'hui, tu vois, on est 60 adhérents. Paris, on est plus de 200. On a ouvert Nantes aussi. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, le Baron, donc on l'a structuré vraiment depuis le début d'année. À la base, c'était plus un jeu. Alors, je veux que ça reste un jeu parce que c'est le but aussi. Parce que si demain je m'ennuie, je pense que j'arrête le Baron Club. Mais en fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est un club d'entrepreneurs qui va regrouper le top 10% des meilleurs entrepreneurs de l'immobilier. Donc en fait, il va regrouper à la fois donc l'artisan très bien implanté sur son marché, très compétent, l'agent immobilier qui est là depuis 3-4 ans et qui tourne très bien. Comme on va voir, tu vois, on a deux gros fonds d'investissement parisiens, dont un qui a plus d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion qui sont au sein du Baron. On a Altarea qui est au sein du Baron. On va avoir des avocats en droit immobilier. Donc en vrai, tout type de profession. On va avoir des foncières parisiennes. On va avoir l'investisseur qui a 5-6 biens immobiliers, mais qui veut se développer. Donc en fait, c'est très hétéroclite. Et je pense que c'est ce qui fait la force du Baron. Et en même temps, on sélectionne, nous, chaque membre qui rentre dans le club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a jamais investi dans l'immobilier ne peut pas intégrer le club. Quelqu'un, parce qu'il y a un entretien qui est passé en amont. Bon, pas un entretien, mais plus un échange. J'aime pas dire un entretien parce que c'est très informel. Et voir si ça fit. Si ça fit pas avec nous, bah, pour moi, il n'a pas l'esprit du Baron Club, l'esprit Baron, comme on dit. Et donc, du coup, il rentre pas dans le club. D'accord. Et vraiment, là où je veux vraiment mettre l'accent sur le Baron Club, c'est qu'on est vraiment un club qui est vraiment différent des autres. C'est tu viens, c'est informel. Déjà, souvent, c'est dans un très beau cadre. Toi, demain, on a privatisé une péniche sur Paris qui va naviguer sur la Seine. Donc, souvent dans un très beau cadre. Par contre, c'est informel. Tutoiement obligatoire. T'as l'impression de retrouver une bande de potes. On se réunit autour d'une bonne table. Enfin, certes, c'est des grandes tables, on est 70, 80. Et puis, t'as des bonnes bouteilles de vin, bonnes bouteilles de rouge. Pas obligé de boire, hein, mais bon, voilà, c'est pour te donner un peu l'esprit, très épicurien. Et tu fais du business comme ça. C'est-à-dire que t'es pas là à serrer la main en... Tiens, je te donne ma carte de visite et faut voir si on a des synergies à créer ensemble, tu vois. Ce que je déteste. Ouais, moi ça, tu vois, direct club, moi, alors j'adorerais d'un côté en créer un, d'un autre côté ça sonnerait red flag dans ma tête dès que je parle, dès que je pense à un club, les événements de networking et tout, ça m'a toujours un peu angoissé. Là, j'ai l'urticaire. Et du coup, bah vouloir faire quelque chose de différent, c'est chouette. Alors qu'en revanche, les clubs un peu d'épicuriens, dont j'entends parler, le club des 100, ce genre de choses, je sais pas si t'as déjà entendu. Non, je n'ai jamais entendu parler. Des trucs hyper des trucs qui ont plus de 100 ans, c'est génial. Il y a que 100 membres et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui parte pour reprendre des places et ils se font les plus beaux endroits de France et tout. Je crois que c'est un truc hyper cher. C'est des trucs qui m'ont toujours un peu fait rêver beaucoup plus que d'aller participer à un gros club business voilà, sans donner de nom. Non mais t'as raison parce que nous on en a fait énormément avec Rudy des clubs et franchement voilà, je trouvais ça froid, insipide, sans âme. Et en fait, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois? T'as l'impression que les gens, ils sont plus là pour quémander que pour, tu vois, ils sont plus là pour commander des clients qu'autre chose. En fait, c'est tout ce que je déteste. Et moi, si demain, j'ai quelqu'un qui me dit, écoute, Arnaud, ça ressemble à ces clubs-là, ton club, je pense que je fais en boutique et j'arrête. Moi, c'est pas, moi, le but, c'est de m'éclater, moi, en premier, tu vois. Le premier utilisateur. Donc, c'est des événements, principalement. En fait, c'est des événements. On est dans 3 villes. C'est 18 événements par an. Donc, c'est 6 par ville, par an. Plus une grande soirée annuelle. On appelle ça une grande baronnade, si tu veux. En fait, on s'inspire beaucoup de gueuletons, mine de rien. C'est génial. Tu vois, c'est un peu l'idée. Par contre, ça reste quali, tu vois. Il y a que des gens quali. Mais les gens, ils ont besoin de ça aujourd'hui, j'ai l'impression. Un peu, c'est art de vivre à la française, tu vois. On a le grand brasero gueuleton au château, on en discutera. Ah ouais. Ah bah, tu vois, là, tu me lances une perche. Moi, je te dis oui tout de suite, hein. Ah non, mais trop bien. Ah, trop bien. Ouais. Et, moi, je rêve de ça, tu vois. Ouais. Nous, ce qu'on disait avec Rudy, c'est on peut avoir, bah, tu vois, tu me lances la perche. Il y a un château où tu réunis 300 personnes en mode, grande soirée, un très, très bon vivant. Mais que des gens limo hyper quali, tu passes une super soirée, tu vois. Et après, le business, il se fait comme ça, parce que mine de rien, il y a beaucoup de business qui se fait. Il y a des foncières qui se mettent en relation avec des sociétés qui structurent des financements. On va avoir des artisans qui développent leur chantier. On a, aujourd'hui, je vais pas dire, mais on a une grande enseigne. Je peux pas la dire aujourd'hui tant que le deal n'est pas terminé. On a une grande enseigne de distribution, qui est très connue, allemande, pour ne pas citer le nom. Et en fait, le pôle immobilier a rejoint le Baron. Et grâce à nous, ils ont trouvé 4 terrains pour construire des... Je crois que ça y est. Il y a juste la première lettre. Tu vois. Voilà. Donc, pour te dire, voilà. Donc, le but, c'est de faire quand même du business, mais dans un cadre sympathique. Ok. Voilà. Toi, tu captes un peu de valeur à quel moment sur le Baron? Ouais. En fait, nous, pour t'expliquer, on a créé le Baron à la base. Alors, c'est pas pour devenir millionnaire ou gagner beaucoup d'argent. C'est pas le but. Le but, c'est de développer du staff. En fait, on a créé le Baron, c'est pour se créer du réseau et pour développer la partie, pour nous apporter vraiment la partie réseau, pour nous apporter des produits, pour structurer nos financements, trouver des fonds pour nos projets et pour développer, mine de rien, tu sais ce que c'est, créer une communauté derrière.
C'est vraiment pour ça qu'on a créé le baron à la base. Après, attention, derrière, il y a quand même des frais de structure. On a quand même 3 personnes qui travaillent pour nous aujourd'hui, donc en freelance. Il y a quand même des frais derrière. Aujourd'hui, en fait, on a une adhésion à l'année. Et en fait, le repas est compris dans tous les repas sont compris dans l'adhésion. Ok. Comment ça coûte Alors aujourd'hui, on a des prix qui sont différents parce que les tarots sont pas les mêmes en fonction des villes. Sur Nice, on est à 1 000 € sur la Côte d'Azur. Nantes, on est exactement pareil. Et Paris, en fait, Paris, on a démarré là sans... Les gens payent juste la soirée, mais en fait, on va passer à partir de septembre en mode adhésion. Et donc là, on va être à 1 800 € l'année. Donc tous les repas compris. Ok. Et après, c'est à nous de rentrer dans les... Combien t'as dit de repas? 16? T'as 6 repas. 6 repas. Ouais. Après, c'est à nous de rentrer rentrer le budget. Ok. T'as 18 repas sur 3 villes, mais 6 par ville. Ok. Bon, tu fais presque de la restauration de l'événementiel. Bah, ouais, exactement. Après, le but, c'est du clé en main. Souvent, tu vas dans des restos. Ouais. On privatise. Et c'est souvent les restos, ils te font clé en main, en fait. Ok. Mais aujourd'hui, on a des responsables dans chaque ville qui, eux, gèrent tout l'opérationnel. Moi, aujourd'hui, je gère pas du tout l'opérationnel. Je suis vraiment sur la partie plus communication, sélection des membres, branding. Et voilà. Toute la partie opérationnelle, je m'en occupe pas du tout. Pourquoi t'avais commencé à publier sur LinkedIn? Alors, j'ai commencé sur LinkedIn, franchement, pour aucune raison. Sincèrement, non, parce que je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, j'ai commencé à écrire. Je me rappelle, c'était dans mon ancien emploi. J'ai commencé à écrire. Je trouvais ça sympa. C'était pour amener des clients là-dessus à la base. Et après, j'ai repris qu'on a lancé Gustave, mais j'avais pas forcément derrière pensé. Je me suis dit pour faire connaître un peu le métier de marchand, pour un peu le démocratiser. C'est un métier qui est assez fermé et tout. Et en fait, ça nous a pas mal apporté sur Gustave parce que grâce à ça, on a réalisé une levée obligataire sur Gustave Capital au lancement. Et grâce à ça, on a récolté pas mal de fonds pour lancer notre business grâce à LinkedIn. Et là, je me suis dit, il y a un vrai pouvoir. Et donc, en fait, aujourd'hui, LinkedIn, tu vois, c'est pour à la fois trouver des partenaires ou même travailler avec des marchands pour nous apporter des opportunités ou bien pour développer le Baron Club. Que pour le plaisir, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai plaisir aussi d'écrire. Et puis, moi, je me suis vraiment donné aussi là, un peu la mission. Le métier de marchand, si tu veux, aujourd'hui, c'est quand même un métier. Toi, tu as eu Eric Weiss la dernière fois, qui est aujourd'hui, lui, qui est très communicant, mais mine de rien, sa génération, les 50 ans, souvent ne communique pas sur ce métier. Et je trouve ça dommage. En fait, moi, mon but, c'est de communiquer pour rendre ce métier à la fois sexy, parce qu'à la fois, c'est pas un métier qui est très peu connu, mais aussi pour démocratiser ce métier, mais aussi pour donner une image du métier qui est beaucoup plus, qui est pas celle qu'on croit. C'est-à-dire que souvent, on pense qu'un marchand, c'est un gros capitaliste avec son cigare, son gros ventre. Tu vois, on confond en plus marchand de biens et marchand de sommeil. Il est invité chez le maire de la ville, ils font des dessous de table. Exactement, avec son verre de whisky. Non, mais c'est un peu l'image, tu vois. Et puis, confondre marchand de sommeil et marchand de biens. Ah, il y en a, hein. Il y en a plein. Ouais. Tu sais, certains, moi, j'étais dans des soirées où je disais que j'étais marchand de biens. T'es pas très bien vu, tu vois. Alors que pourtant, pour moi, le métier de marchand, et moi, c'est comme ça que je le définis. Nous, ce qu'on dit chez Gustave Capital, c'est qu'on redonne les lettres de noblesse au patrimoine ancien. Nous, avant tout, or certes, on fait ça pour gagner de l'argent, comme tout le monde. Mais mine de rien, on le fait aussi pour... Nous, on adore acheter un immeuble qu'on rénove. Tu vois, et c'est ça qu'on kiffe. Et je pense que c'est ça le métier de marchand. Aujourd'hui, on dit que... Enfin, j'ai parlé avec des politiques par chez nous, des élus locaux. En fait, aujourd'hui, tout est gelé. Ils sont en train de geler plus aucun PC qui passe. Donc, il faut reconstruire les villes dans les villes. Je veux dire, derrière, nous, si les marchands, on n'est pas aidés, parce qu'aujourd'hui, un immeuble à réhabiliter, il n'y a que les marchands qui peuvent le faire. Mais derrière, en fait, on n'est pas vraiment aidés parce qu'on est pris pour des gros capitalistes. Tu vois. Et en fait, c'est un peu ça que j'ai envie de changer un peu cette image. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le fais sur LinkedIn aussi. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui sont pas appréciés, tu vois. En effet, parce que quand t'es les agents immobiliers, c'est un des métiers les plus détestés de France. C'est vrai. Et du coup, j'ai le sentiment qu'il y a un peu ce truc de je vais capter de la valeur entre un acheteur et un vendeur. D'un autre côté, t'as des marchands qui mettent les mains à la pâte et font de la rénovation. Quand t'es entrepreneur dans le bâtiment, t'es pas mal vu. A priori, t'es plutôt bien vu. T'es plutôt bien vu. T'es même plutôt bien vu. Donc il y a ce sujet-là, je pense, et cette incompréhension ou mal compréhension du métier. C'est ça. Moi récemment, ça m'a fait plaisir de rencontrer. Tu vois, on recrute sur le château et il y a un jeune qui a postulé, qui avait l'air hyper bien. En plus, on est en cours de process. Je trouve il entendra l'épisode. Quel poste? Au poste de alternant au bras droit opérationnel sur le château. Poste vachement sympa, franchement, ça va être organiser des événements, gérer, télétravailler au château, faire des allers-retours, commander du matériel, discuter avec des prestataires, etc. Tout ce que tu veux pas faire. Tout ce que je fais. Tout ce que je fais, et sauf que je peux pas le faire tout seul. Et pour le coup, lui, il a 22 ans, je crois, et il veut devenir marchand de biens. Putain, mais c'est incroyable. Et il me dit ça, et je me suis dit,
c'est la première fois que j'entends un jeune dire je veux être marchand de biens. Il n'y en a pas. Parce qu'en effet, t'as cette image déjà que pour le faire, il faut avoir beaucoup d'argent, il faut avoir 10 ans d'expérience dans l'immobilier, etc. Les gens pensent. Est-ce que c'est une vraie... Alors non, déjà pour revenir sur le jeune qui a 22 ans qui va être marchand de biens, je trouve ça incroyable. Moi, j'en ai jamais rencontré, j'avoue. C'est incroyable. Bon, après, il y a peut-être du monde dans la famille, mais je trouve ça incroyable des gens qui veulent devenir marchand. Et c'est pour ça aussi que je communique. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, moi, je pense que tout le monde peut devenir marchand. Après, attention, il y a beaucoup qui pensent que marchand, moi, je me rends compte, ils pensent que c'est facile parce qu'ils ont revendu leur résidence principale avec une plus-value, ils se disent marchands. Ou ils ont fait 2 OP comme ça. Et marchand, mine de rien, ça reste un métier qui est très technique. Alors, je disais tout à l'heure, on peut apprendre en autodidacte, mais mine de rien, il faut quand même se former à côté. C'est-à-dire qu'il y a des formations d'urbanisme, des formations au Centre national d'expertise immobilière pour apprendre à analyser un marché. Il faut quand même se former, mais tu peux le faire en mode autodidacte, mine de rien. Tu n'es pas obligé de suivre une formation complète. Même si ça, je pense que c'est bien et je pense qu'il y en a des très quali sur le marché. Et donc, en fait, sur la partie argent, je pense que oui, c'est mieux d'en avoir. Après, moi, je sais que toi, je rebondis sur Eric Weiss que tu as eu. Moi, quand j'ai démarré, donc je l'ai connu il y a 2 ans, quand on a démarré Gustave Capital, il m'a dit Arnaud, à partir du moment où tu as un bon projet et que tu n'as pas de sous, tu arriveras à trouver de l'argent. Et en fait, j'ai très vite compris au départ, quand on a lancé Gustave, que l'argent, on arrivera à en trouver, on arrivera à structurer nos financements si on a des bons projets. Et mine de rien, tu vois, au tout début, on a commencé à développer notre réseau d'investisseurs, on a rencontré des fonds d'investissement qui voulaient développer sur Marseille et compagnie, ou des investisseurs privés ou des family office, tu vois. Ou bien des marchands aussi qui ont beaucoup de capitaux et qui veulent plus maintenant s'emmerder, mais ils veulent placer dans ton projet. On a structuré un peu nos contacts comme ça. Et tu vois, dès qu'on a eu des beaux projets qui sont sortis, ils ont mis les fonds. Pour te dire, aujourd'hui, nous, sur tout ce qu'on a dans notre pipe, on a mis peut-être 10% de fonds propres. Alors qu'en moyenne, il faut mettre une 30-40, tu vois. Ouais. Le reste, c'est des investisseurs. En contrat obligataire, principalement. Contrat obligataire. Ça peut être en equity. On crée une société commune. Toi, sur un immeuble, on a créé une société commune. Le fonds est rentré en equity. Donc, on a 51-49. Donc, 51 pour eux, 49 pour nous. On répartit la marge, tu vois. Par contre, nous, on opère tout le projet. On gère tout le projet. Donc, je pense que c'est possible. Et comme quand on rebondit tout à l'heure, je pense que j'étais débrouillard. Si la personne est débrouillard et a vraiment envie de le faire, c'est possible. Et aujourd'hui, tu vois, il y a des associations comme la Fédération des marchands de biens et d'autres qui sont là aussi pour t'accompagner. Et je pense qu'il y a des choses qui structurent aujourd'hui en France qui permet à un jeune marchand, peu importe l'âge, mais jeune marchand dans le métier, d'apprendre le métier et de se développer. Je pense que c'est possible aujourd'hui. Tout à fait. Si, je sais pas, imaginons que ce petit jeune de 22 ans, il décide de se lancer maintenant. Tu lui conseillerais quoi justement comme structure, pour créer du réseau, comme... Bah moi je pense qu'il y en a une qui est très bien. Je vais faire la pub pour Eric, mais la Fédération des marchands de biens, je pense qu'aujourd'hui c'est celle qui, pour les néo-marchands, qui est la mieux positionnée. Donc en fait c'est une fédération qui accompagne à la fois les marchands bien implantés, mais aussi les néo-marchands. Donc il y a pas mal de formations qui se créent en interne et pas mal aussi de réseaux qui se créent en interne pour développer ton métier de marchand. Il peut aussi rejoindre le Baron Club, hein, évidemment. mais il faut qu'il aime la bonne bouffe. Il y a la bonne bouffe, exactement. Ouais. On va passer des bons moments. Alors pour la Fédération des marchands de biens, c'est pas dans les critères a priori. Ouais. Non, c'est pas dans les oui, c'est sympa, que. Mais donc je pense déjà rejoindre des organismes comme ça, participer aussi à des clubs IMO pour rencontrer d'autres marchands. Je pense que c'est important. Et ensuite, je pense aller sur le terrain. Donc commencer à bien se constituer son réseau à partir d'associations, même sur LinkedIn. Hein. Tu peux aller démarcher des marchands sur LinkedIn, les contacter, faire une visio, aller manger avec eux. Ils sont très ouverts, surtout notre génération, on est très ouverts pour ça. Moi, j'ai rencontré plein de marchands grâce à LinkedIn. Et à 22 ans, en plus, il va être hyper bien accueilli, je pense. Mais énormément, franchement, mais c'est génial. Moi, si j'avais pu commencer à 22, je l'aurais fait, mais je connaissais même pas ce métier. Et ensuite, je pense que très rapidement, il faut aller se confronter au marché. Et aussi, moi, je conseille aussi se former au métier de marchand via le Centre national d'expertise. Je trouve que c'était pas mal en évaluation immobilière, ça t'apprend à analyser un marché. Okay. Donc, je pense aller très rapidement sur le terrain. De 1, de 2, se créer un réseau à travers les associations ou les clubs ou sur LinkedIn, en rencontrant des gens. Okay. Et donc, je pense que c'est vraiment les deux. Et de 3, je pense que suivre des petites formations d'urbanisme, d'analyse de marché. Je pense qu'avec ça, il y arrivera. Ok. Ces petites formations, on les trouve où C'est vrai que je vois beaucoup pour en suivre beaucoup sur les réseaux, les marchands de biens. Ils vont suivre des choses sur l'installation de compteurs, l'installation des installations électriques. Il y a des choses un peu de la division.
où est-ce que tu trouves ces formations? T'as pas mal d'organismes. Bon, déjà, pour l'analyse en expertise immobilière, donc l'analyse de marché, ça m'a beaucoup appris. Hein. Aujourd'hui, j'analyse tel un expert immobilier, parce qu'il t'apprend la méthode. Donc, tu as le Centre national d'expertise. Ensuite, tu peux te former en urbanisme, parce que beaucoup, malheureusement, ne sont pas formés en urbanisme, mais ça a le droit de vie ou de mort sur un projet. Et ça peut être fatal, en fait. Ouais. Et donc, là, tu as des formations d'urbanisme, il y a des centres de formation ou des urbanistes qui forment eux-mêmes en individuel. Et puis après, tu as d'autres formations, tu vois. Moi, j'avais pris Immo Droit, où tu peux te former aussi sur les règles, sur la copropriété, sur les baux commerciaux. En fait, tu as plein de formations, tu vois, de petites formations comme ça, qui relient pas mal de compétences. Ok. Et donc, en fait, moi, j'essaye de me former, de faire 2-3 formations par an. Trop bien. Moi, j'avais fait un truc, je le recommande pas parce que vous allez les saouler si vous faites comme moi, mais j'avais rejoint un réseau de conseillers IMO. Ouais. Donc, j'étais devenu agent IMO pendant 2-3 mois. Ah ouais, c'est vrai. C'était des réseaux en plus un peu sympa haut de gamme où il y avait un peu de sélectivité à l'entrée, mais mais par contre, ils donnaient une vraie formation, tu vois. Ouais. Et je l'avais fait je m'étais dit peut-être que ça va me plaire et que je vais devenir agent IMO, mais je savais déjà un peu avant que... Et en fait, c'était génial parce que j'ai eu c'était de l'IMO plutôt de luxe, donc j'avais des formations sur l'architecture des bâtiments parisiens, etc. On avait un magnifique coworking, on pouvait venir se poser, il n'y avait pas d'agence, mais il y avait un beau coworking. C'est génial. Je bossais sur la naissance du podcast à ce moment-là, avec des beaux bureaux. Et j'ai appris trop de trucs. Ah bah ouais. J'ai rencontré plein d'autres, en fait, c'est que des gens en reconversion, mais qui s'intéressent quand même à l'immobilier, qui ont comme souvent, étonnamment, c'était souvent des gens avec des bons réseaux déjà, et du coup avec des histoires intéressantes. Donc ça peut être à travers des mais t'as plein de formations. Mais je pense qu'il faut en fait, moi, à mon sens, si t'es curieux, bah t'arriveras à trouver les formations, et puis je pense qu'il faut se former. Alors pour moi, c'est le terrain. Clairement, aujourd'hui, avec toutes les erreurs qu'on a faites, on se forme, et on va encore faire plein d'autres. Je pense que c'est le terrain. 2, le réseau, où il faut essayer de rencontrer un max de gens, et puis 3, la formation. T'as plein de formations qui existent. Et tu vois, j'avais rencontré un marchand qui a 50 ans, qui a 18 ans d'expérience, donc il a dû démarrer à mon âge, à 32 ans. Et en fait, il me disait, Arnaud, conseil, forme-toi en permanence. Tu crois tout savoir, mais non. Enfin, tu penses tout savoir au bout de 18 ans, mais en fait, c'est pas le cas. Même l'urbaniste a tout le temps tendance à changer. Donc, tout le temps de former tous les ans. Et je le vois parce qu'il publie beaucoup sur LinkedIn. Et tu vois qu'il est tout le temps en formation. Moi-même, je trouve que j'en fais pas assez. Donc, je pense que voilà. Donc, pour un jeune de 22 ans, demain, il peut se lancer en tant que marchand. Et au contraire, imagine à mon âge, dans 10 ans, laisse tomber. Être super bien implanté et installé sur son marché. Ouais. Oui, il y a génial. Tout le monde me parle de réseau. Il y a une grosse part réseau sur le marchand pour les opportunités, pour les associations, etc. Il y a, après, ça va avoir en effet identifié l'opportunité. Si t'es très bien formé, t'identifies pourquoi ce truc-là, il est un peu moins cher ou pourquoi il pourrait être vendu beaucoup plus cher. Je pense que c'est l'autre avantage. Ouais. Mais ouais, par contre, cette partie réseau, elle revient systématiquement. Toi, quand tu me dis que tu te lances avec Gustave Capital, tu t'associes directement avec 2 personnes. Ouais. C'est quoi cette histoire, justement? Tu sais, des gens que tu connais bien, c'est des gens que tu identifies comme étant complémentaires et du coup, ça se fait. Parle-moi un peu des premiers jours de Gustave Capital. C'est vrai que moi, très rapidement, j'ai compris que le réseau, c'était la base de tout le métier. Alors, c'est sûr que si t'as pas les connaissances, mais dans le réseau, tu vas mal acheter. Tu vas faire un investissement. Mais hormis uniquement en parlant du réseau, le réseau, c'est vraiment la base. Et c'est vrai que moi, quand avant de lancer Gustave Capital, je faisais du marchand tout seul. J'avais une petite société de marchand et je faisais 2 OP par an, tu vois, 2 petites OP. Et je me suis dit, j'ai envie de faire marchand. Par contre, moi, j'ai quand même une âme d'entrepreneur et j'avais vraiment l'envie de créer un groupe, une vision avec une marque, quelque chose de fort. Et je me suis dit, en fait, marchand tout seul, j'avais pas envie de faire ce métier de marchand tout seul. Je sais que je me serais ennuyé et je serais parti dans autre chose. Et je me suis dit, si je me lance marchand, c'est pour créer une société, créer une marque forte, quitte à créer un groupe dans les 10 prochaines années, avoir une vision long terme. Je me suis dit, pour ça, moi, il y a des compétences que j'ai pas, les travaux, j'aime pas ça. Le juridique, j'aime pas ça. Ouais, non, mais c'est pas du tout mon truc. Par contre, j'adore, moi, toute la partie analyser les biens, structurer financièrement les projets. Ça, c'est mon truc, chiffres. Donc, je me suis dit, il faut que je m'entoure de bonnes personnes sur ces projets-là. Sur ces postes-là, pardon. Et en fait, j'avais mon artisan de l'époque, qui m'avait rénové mes apparts à Marseille, Jean-Philippe. Il y a un gros réseau sur Marseille également. Et je me suis dit, on a déjà fait 1 ou 2 OP ensemble. Je me suis dit, est-ce que tu veux qu'on s'associe sur Gustave? Et en plus de ça, je vais avoir... il y a Rudy aussi, qui est lui avocat en droit immobilier,
il va pouvoir nous accompagner juridiquement sur les projets. Il m'a dit, écoute, Banco. Rudy m'a dit aussi Banco. On a lancé Gustave Capital. Donc, on en avait un quatrième aussi, Guillaume, qui a quitté la société qui s'occupait du sourcing, qui a quitté la société il y a 3 semaines. Donc, quand tu vas le sortir, ça fera quasiment 1 mois et demi, je pense. Voilà, on a décidé de se séparer. Et donc, en fait, si tu veux, là, aujourd'hui, on est 3. Et le but, c'est d'être vraiment complémentaires pour que chacun soit excellent dans son domaine et pour qu'on puisse développer beaucoup plus rapidement la société. En fait, quand on a lancé Gustave, on s'est dit, on va pas juste créer une société de marchands. Le but, c'est de créer un groupe dans les 10 prochaines années avec différentes verticales, une verticale marchand, une verticale foncière, et peut-être hôtelière par la suite. On s'est dit, le but, c'est, en tant qu'associé, on rentre dans la société, mais c'est pas juste pour faire 1 ou 2 projets dans l'année, c'est pour en faire plusieurs et plusieurs millions. Et Rudy avait toute sa pertinence dans ce projet-là parce qu'il est avocat en droit IMO, donc toute la partie juridique, on gère quand même des gros projets, même structurés, mine de rien, les contrats avec les investisseurs, c'est lui qui le fait. Un avocat, ça va te prendre 5-6 000 euros par projet. C'est lui qui le fait. Jean-Philippe, mine de rien, sur la partie travaux, franchement, tu sais ce que c'est. Franchement, quand tu achètes un immeuble, quand tu vas visiter un immeuble, il sort de l'immeuble, il sait déjà le chiffrage. Ouais. Tu vois, précis. Et en plus, là, tu vois, il est en train de rénover. Là, il a rénové nos 5 apparts plus notre immeuble là. Je vais aller faire un tour, mais je lui fais confiance, tu vois. J'ai pas besoin d'aller vérifier toutes les semaines sur Marseille. Ouais, c'est un vrai luxe. C'est un vrai luxe. Voilà. Donc en fait, voilà comment est né Gustave, c'était de me dire, je vais m'associer avec des gens sur du travail que je veux pas faire. Et je vais vraiment me concentrer sur, entre guillemets, ma zone où je suis plus à l'aise, ma zone de génie, comme on appelle. Et voilà. C'est comme ça qu'on a démarré Gustave. Et donc après, chacun développe son réseau dans son coin, avec ses contacts et tout. Moi, mine de rien, je suis beaucoup dans la prospection aujourd'hui. Grosse partie de mon temps. Mais après, tu vois, Rudy ou Jean-Philippe, ils développent le réseau au niveau local. Rudy sur Nice et JP sur Marseille. Ok. Tu parles de ta zone de génie qui est plutôt sur la structuration et analyse de biens. Analyse financière. C'est quoi justement la méthode que tu mets en place, des conseils que tu peux offrir à quelqu'un qui entre le sourcing et l'analyse du bien a priori parce que c'est très lié. Alors, il y a une chose qui est indispensable et nous on a fait l'erreur au début. Ouais. Toi, on en parlait, c'était en off ou au début de l'épisode, je sais plus. Le focus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'avais parlé avec, moi je vais citer son nom parce qu'elle nous a beaucoup aidé là-dessus, Anaïs Remaoun. Ouais. Tu vois qui c'est ? On y discute avec elle sur du financement voilà, pour le château. Ouais. Exactement. Pour donc la en deuxième fait, phase. Elle est spécialisée dans la structuration de financement pour les professionnels de l'IMO. Il faut que je reçoive sur le podcast. Hyper quali. Vas-y. Très solaire, enfin génial. Et en fait, elle accompagne les grands fonds d'investissement parisiens, les grosses foncières parisiennes, donc des très gros deals comme des néo-marchands. Et en fait, quand elle s'est lancée, elle m'a dit, les gars, vous ayez une vraie vision avec un focus sur un seul actif, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire, je fais du co-living, je fais de la coloc, je fais de l'immeuble à réhabiliter, je fais de la villa. Elle fait, c'est pas possible. Parce que vos interlocuteurs en face, ils vont pas comprendre ce que vous faites. Même vous allez vous perdre. Donc, il faut vraiment être focus sur votre vision. Vous avez une vision, et ce que vous voulez faire, c'est être spécialiste de ça. Et vous allez voir que derrière, elle fait, moi, tous les grands que j'accompagne, ils ont tous une vision. C'est-à-dire qu'ils ont tous démarré sur, je veux faire que de l'immeuble à réhabiliter, par exemple. On n'a pas précisé ce qu'elle faisait, mais du coup, elle accompagne à la recherche de financement. Ouais. C'est du courtage en crédit, mais version pro. Je fais rentrer des ronds dans des carrés, quoi. Genre, en disant, ouais, c'est un peu ça, mais c'est exactement ça. Genre, t'as un projet hyper rentable à 5 millions et t'as que 50 000 de cash, elle te structure le financement. C'est ce genre de choses, ouais. Et tu mettras que 50 000 de cash. Elle nous avait trouvé un crédit sur le château. Nous, pour le coup. Donc, c'est elle qui vous a accompagné ? On devait, sauf qu'il y a eu un changement de directeur de banque. On avait signé le prêt. Ouf. Et on s'est fait retirer le prêt non. après signature des assurances du prêt, du truc. Ouais. Et du coup, Là, on est reparti en recherche. Elle est repartie, ouais. Ok, c'est remis sur la recherche, là. Ouais, de nouveau. Et je pense qu'elle en fait un combat. Bah oui, c'est sympa. Ouais. C'est sympa en plus. Mais ah oui, d'accord. Je connaissais même pas ce métier en fait. Tu sais que moi je l'ai appris. Le courtage pro, moi non plus. Moi je pensais qu'il y avait le courtier en crédit local, tu vois. C'est ça. Tu connais différentes boîtes de courtage. Je pensais pas qu'il y avait des pros de l'IMO vraiment spécialisés. Et surtout quand elle nous a dit, avec 50 000, attention, c'est relatif, mais c'était un très bon projet, t'as, 100 000 euros et t'as un projet à 4 millions. Tu réussis à structurer le financement. Bon, tu te dis, waouh, tu vois. Et donc en fait, quand elle nous a dit, vraiment, je pense, le conseil au départ, c'est vraiment être focus et définir sur quoi vous voulez vous positionner. Donc nous, on s'est rendu compte, nous, ce qu'on préfère, et c'est ce qu'on nous amène en majorité, c'est les immeubles à réhabiliter. Voilà. Donc tout ce qui est villa, on a mis de côté. Même le co-living, tu vois, là, on investit sur un co-living. Là, on va faire celui-ci, mais on arrête.
Là, c'est vraiment immeuble à réhabiliter sur Marseille. Pas à Nice, à Pau, à Nantes, à Reims. Voilà. C'est vraiment Marseille. Et à Côte d'Azur, ce qu'on y est, mais surtout Marseille. Je sais plus ta question, c'était quoi? Non, écoute, qu'importe. C'était être focus. Pour moi, c'est vraiment la première chose. Ouais, c'était exactement ça. C'était de savoir comment. Ah oui, le secret. Voilà. Le kiak. D'un point de vue de ta zone de génie, justement, qu'est-ce que tu pouvais offrir comme le focus, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai vision à 5-10 ans. J'ai ce même problème là aussi. Hein, la vérité, c'est que j'adore faire des trucs différents, etc. Ouais. C'est dur, hein. Et toi, tu l'as fait aussi, hein, t'as fait plein de trucs avant de démarrer tout ça. Ah non, mais et puis encore aujourd'hui, je me force à pas le faire. Voilà. Mais après, avant d'établir cette zone de focus, alors il y en a qui arrivent dès le début. Hein. Ah mais il y en a, ils sont trop forts. Et c'est magistral. Hein. Ouais. Quand tu vois, je sais pas, j'ai eu fondateur de Studapart par exemple, qui démarre avec son pote à 18 ans, quoi. Il démarre. C'est incroyable. Ils font 10 ans de Studapart, après ils revendent. Ils font que ça. Ils font que ça. Tu vois. Si on aurait pu développer une autre boîte à côté, ou j'en aurais développé 18 depuis, tu vois, et des trucs minables. Et eux, ils sont restés là-dessus jusqu'à ce qu'ils arrivent à revendre à un grand groupe et faire un truc génial, tu vois. Après, ça dépend du profil de chacun, je pense. Ouais. Certains, ils sont capables de rester focus sur un projet. Toi, je te prends mon père qui avait une boîte dans l'agriculture. Ouais. Il est resté 35 ans à gérer cette boîte. Moi, je me serais pas vu. Des fois, je préfère me dire, au lieu d'avoir un business, je sais pas, à 100 millions d'euros, je préfère en avoir 5 à 10, par exemple. Ouais. Je sais pas si j'atteindrai les 100, mais je veux te dire, voilà, tu comprends un peu le truc. Je préfère avoir un plus petit business, mais différents business. Ouais, je vois. J'ai tendance à vite m'ennuyer. Mais bon, on peut se battre pour pas. Et sur la structure, même si tu me disais que c'était plutôt Rudy qui gérait cette partie-là, on l'a pas fait venir, mais on aurait dû. Ah ouais, franchement, c'est dommage qu'il est à Paris en plus. Bah ouais, on aurait pu se faire un double épisode. Ça aurait été génial. Et comment on structure juridiquement des opérations comme ça, où il y a plusieurs associés? C'est quoi Est-ce que tu arrives à nous présenter un modèle spécifique qui revient régulièrement, ou est-ce que c'est toujours différent? Enfin voilà. Écoute, c'est vrai que ça aurait été bien avec Rudy, parce que c'est lui qui gère cette partie-là. En fait, tout bête, je vais te prendre... En fait, souvent, on parle de club deal. Je sais pas si t'entends souvent parler de club deal. Mais en fait, club deal, me disait Rudy, Arnaud, c'est totalement un nom barbare. En fait, un club deal, c'est quoi? C'est juste une société, une SAS. Société commerciale. Point final. En fait, un club deal, c'est plus marketing. Donc, en fait, je te prends un exemple tout bête. Notre immeuble qu'on a acheté à Marseille, de 8 lots, projet à 1 million... 1,2 million. Vas-y, on voit tous les chiffres. Je suis chaud. Ouais, vas-y, t'es chaud? Ouais, go. Donc, 1,2 million. Nous, on avait que 100 000 euros à mettre. Donc là, en fait, on avait un fonds qui nous avait contacté via LinkedIn et qui voulait investir sur Marseille. Ils nous ont dit, écoutez, nous, on veut investir avec vous. Donc, on leur a apporté le projet. Ils nous ont dit, go, on va avec vous. Et nous, on y va content. Quand on leur dit, on n'a que 100 000. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une société commune, une SAS. Nous, on vient avec 49% du capital. Et eux, ils viennent avec 51% du capital. Donc en gros... Quasiment la même chose. Quasiment la même chose. Donc, ça fait 551 et 449 ça, euros. Et ensuite, le reste en compte courant associé. Donc, en fait, tout simplement, tous les deux rentrent en equity. On a mis, nous, 449 000 euros de capital social. Ouais, parce que ça fait 499. Oui, 100 000. Oui, non, en fait, en capital social, on a mis 1000 euros de capital social. Eux, ils ont mis donc 501 et nous, on a mis 499 euros. D'accord. Voilà. 51, 49. C'est clair. Ensuite, nous, les 100 000 derrière, on les a mis en compte courant associé. Et eux, les 1 million 100, ils ont mis en compte courant associé. Ils ont mis 100% full. Ouais, full. Okay. Full. Voilà, tout simplement. Et à la fin, quand on va tout revendre, on va se répartir la plus-value. Tout simplement. Voilà. Donc 51, 49. Pourquoi avoir fait la différence 51, 49? Pourquoi de leur côté, pas du tien? Tout simplement parce que c'est eux qui mettent les fonds, donc ils voulaient être... D'accord. Ils voulaient maîtriser la société si en cas de problème, tu vois. D'accord. Ce qui me paraît logique, et nous on opère derrière. Quand même, la structuration en soi, elle est toute simple. Tu vois, souvent on sort des noms barbares. Rudy te dira, que tu l'invites parce qu'il est très très bon sur tout ce qui est structuration juridique. Mais franchement, on sort des noms barbares, mais en fait, c'est juste tu crées une SAS, tu rentres en equity. Donc ça, c'est un premier modèle qu'on a fait. Ça, c'est pour du marchand. Hein. Pour du marchand. Dans l'option, je vais revendre direct derrière. Tu revends derrière, en direct. De toute façon, on fait que ça, nous, de l'achat-revente. Ouais. On fait pas de doute foncière. Enfin, on en fait, mais pas pour nous. Et ensuite, on a un deuxième modèle que nous, on a fait au tout départ. Pour lancer Gustave, on a levé en obligation. C'est-à-dire qu'on a fait une levée obligataire. C'est-à-dire qu'on a convaincu des investisseurs à investir dans Gustave, mais non pas sur un projet, mais sur le projet Gustave. La fameuse vision. La fameuse vision. Qu'en fait, ils ont investi pour 3 ans.
C'est-à-dire que là, on a leur fonds, donc là, on a créé une SAS. Et en fait, le terme technique, c'est on a émis des obligations. En fait, eux prêtent de l'argent à la société, donc sous forme de... Et ensuite, on leur rétribue des intérêts. C'est-à-dire quelqu'un qui nous prête 100 000 euros pendant 3 ans, on ne peut pas sortir l'argent pendant 3 ans. Par contre, nous, on lui promet de le rémunérer 11% par an. D'accord. C'est un prêt obligataire. Ça, c'est les vrais chiffres, c'est 11%. Exactement, ouais. c'est les vrais chiffres. Et au-dessus de 50 000, c'est 12%. D'accord. Voilà. Entre 50 000 et 100 000, au-dessus de 100 000, c'est 14% parce qu'il n'y a pas de 13. D'accord. Voilà. Pas voulu mettre de 13. C'était complètement bête, mais... Marrant. Ouais. C'est quoi les risques pour un investisseur comme ça associé à ça? Il porte avec vous un risque que vous puissiez pas rembourser à date prévue? Ouais, exactement. Ça évidemment, ça c'est un vrai risque. Alors nous, ce qu'on a mis... C'est intéressant quand tu me parles d'un invest à mettre 50 000 balles à 12%. Comme sur une plateforme de crowdfunding. C'est chouette, quoi. Ouais. Bah, en fait, si tu veux, nous, on s'est tout simplement attelé à ce que proposent aujourd'hui les plateformes de crowdfunding, elles sont à 11%. Demain, tu as un projet qui capote sur la plateforme de crowdfunding, tu perds ton argent. En fait, nous, ce qu'on a fait, c'est que nous, sur les 3 ans, c'est qu'en fait, on rémunère pas dès la première année. Parce que mine de rien, un projet, surtout 2023, c'était compliqué pour tout le marché immobilier. Mais rémunérer dès la première année, quand on a des projets qui durent minimum 1 an, c'était une balle dans le pied. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on rémunère à partir de la 2e année, en fin de 2e année. En gros, les premiers remboursements vont avoir lieu fin d'année là. Ok. Ils incluent quand même les pourcentages de renta de la première année. Exactement. Ouais. On va le rembourser 22%. Quelqu'un qui a mis 100 000, on va le rembourser 22 000 euros. Ok, très clair. Voilà. Et donc en fait, si tu veux, je sais plus les thèmes juridiques, mon érudit, mais en gros ils ont un droit de créance, c'est-à-dire que demain on fait faillite, mais en fait c'est eux les premiers à rembourser. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est la partie la plus importante quand vous allez analyser ce genre d'opportunités, si vous avez des opportunités, que ça soit via LinkedIn parce que il y a Arnaud qui a posté un truc et ça vous intéresse, que ça soit sur une plateforme de crowdfunding, sur Brix, sur n'importe quoi. Il y a en effet le taux, la renta, ça a du sens, le projet, ça a du sens, les photos et compagnie, mais un truc hyper important que peu d'investisseurs regardent, je parle d'investisseurs relativement amateurs, c'est de voir justement quand est-ce sous quelles conditions ils sont remboursés. Est-ce qu'ils ont une hypothèque de rang 1, une hypothèque de rang 2? Exactement. Est-ce qu'ils ont même une hypothèque? Quelle est la garantie qu'il y a sur cette... Exactement. Donc vous, en tant qu'investisseur, c'est vraiment votre taf d'aller voir comment vous allez être remboursé et qui passe avant vous. Exactement. Est-ce qu'il y a un prêt bancaire et la banque passe avant? Est-ce que la banque passe après? Est-ce que les associés ils passent avant? Est-ce que les associés ils passent après? Exactement. Ouais. Ça, c'est très très important. Et il faut savoir que nous, il y a mine de rien, il y a ça aussi, c'est que nous, nos comptes soient agréés par un commissaire, agréés et certifiés par un commissaire aux comptes. Bon, certes, quand tu démarres la boîte, ta boîte elle a 0, donc forcément, CAC ça veut rien dire. Commissaire aux comptes. Et mine de rien, on va refaire une levée obligataire en 2026. Là, on aura un historique. Mais en fait, nos comptes vont être agréés et certifiés par un commissaire aux comptes. Forcément, derrière, ça va prouver que la société, elle est bien gérée derrière. Tu vois. Par contre, ce que je tiens à préciser, c'est que on n'a pas le droit de faire d'appel public à l'épargne. C'est-à-dire que là, on en parle à ton micro, mais aujourd'hui, on fait pas du tout d'appel public à l'épargne. De toute façon, notre capital, il n'est pas du tout ouvert, rien du tout. Mais on fait pas d'appel public à l'épargne, parce qu'à partir du moment où tu fais de l'appel public à l'épargne, en fait, tu es régulé par l'autorité des marchés financiers. C'est quoi la limite? Qu'est-ce que tu as le droit de faire, de dire? Tu as le droit de diffuser à maximum 149 personnes. D'accord. Par exemple, tout bête. Tu as 250 personnes dans ton CRM, tu cherches à lever des fonds. Tu envoies à 250 personnes, t'es hors zone. Tu envoies à 149 personnes. D'accord. Tout simplement. Donc en fait, c'est ça en fait qui nous limite énormément. Donc mine de rien, nous qu'on a démarré Gustave Capital sur la levée obligataire, on l'a fait beaucoup via notre cercle proche. Et même via LinkedIn, on n'a pas communiqué, mais on a des gens qui nous suivaient, qui étaient intéressés. Mais en fait, on n'a pas du tout communiqué en disant venez chez nous parce qu'on n'a pas le droit. Et tu peux te faire taper dessus par l'AMF. Voilà. Donc en fait, et souvent, ceux qui font de l'appel public à l'épargne, ils sont certifiés AMF. C'est souvent des SCPI, des fonds d'investissement ou des plateformes de crowdfunding. Ouais, c'est un des intérêts de passer par des plateformes et de pas tout structurer en solo. Exactement. L'exemple du château, c'est que nous, on a fait une première levée de fonds. Pareil, j'ai contacté une 60aine de personnes qui étaient les invités du podcast. Ouais. Donc tu vois, là c'est ok. Tu les fais venir. On s'est fait un petit baron club. On a fait une petite soirée à Paris et on a levé 550 000 euros beau, sur cette soirée avec des contacts de Martin et des contacts du podcast.
Et après, on a fait une deuxième et là, on voulait faire rentrer le maximum de monde. Ouais. Donc, on est passé par une plateforme Ouais. pour pouvoir du coup communiquer plus largement. C'est par laquelle? Par Brix, du Ok. coup, sur de l'obligataire. Mais en fait, t'as pas le choix. C'est la loi qui est comme ça et je trouve que c'est même plutôt bien. Ouais. Ça sécurise en fait. Parce que sinon, ça serait la foire. Ce serait la foire, quoi. Enfin, il y aurait des scams partout, quoi. Il y aurait des arnaques. Il y en a même, hein. Il y en a même encore aujourd'hui. Mais même, bien sûr, même comme ça. Faut être extrêmement vigilant. Mais donc, la limite dans les mots que tu utilises, tu vois, quand tu présentes un projet comme ça, tu fais pas une appel à l'investissement, mais tu te retrouves quand même à avoir des gens qui te contactent. Mais t'es border, hein. Machin, c'est hyper. Non, mais c'est hyper border. Ouais. C'est hyper border. Faire très très attention. Donc ouais, faut faire gaffe. Ça demande vraiment de bien comprendre le système, etc. Mais il y a une chose que j'aime beaucoup là dans ce discours qu'on a, cette discussion, c'est que c'est quand même ouvert à tout le monde en soi. Bien sûr, oui. Alors oui, il y a moins de chances qu'un jeune de 18 ans il soit capable de structurer juridiquement, de comprendre, d'avoir un petit peu d'épargne quand même, parce que tu disais que vous aviez quand même mis ces 100 000, tu vois. Il y a moins de chances, mais il y a un monde où ça existe quand même. Ah mais où il y a l'argent, il y en a partout, hein. Et si t'es capable d'aller trouver ces bons contacts, cette belle opportunité de montrer ton club deal, en fait, qui est juste une SAS, et monter une SAS, ça peut se faire avec un avocat, etc. Ça peut se faire sur Legal Start aussi. Ouais, ça, oui, ça peut se faire sur Legal Start. Ouais. Mais là où je veux en venir, c'est pas, ne vous lancez pas tous dans un truc comme ça, mais c'est quand même accessible. Ouais. À tous, avec les compétences, avec la bonne formation. Exactement. Mais oui, c'est accessible à tous. Par contre, il y a quand même une barrière à l'entrée que je tiens à préciser. Bon, pas vendre du rêve, c'est que, mine de rien, quand tu démarres, t'as pas de track record. Ouais. Là, c'est comme une startup qui lève des fonds. Quand t'as pas d'antécédents derrière, tu vois, c'est quand même plus compliqué de lever. Là, en fait, quand t'as pas de track record ou t'as juste fait 2 appartements, en fait, les mecs qui vont vouloir, les mecs ou les femmes, mais les personnes qui vont vouloir investir dans ton projet, vont se dire, mais t'as fait quoi avant? Je te donne mon argent et tu vas acheter un immeuble et tu vas revendre. Mais t'as fait quoi? Ouais. Quand t'as pas le track record, c'est compliqué. Et nous, mine de rien, au tout début, là, ça a l'air simple quand je te parle, mais ça a été très très compliqué. C'est-à-dire que des gens, on en a rencontré beaucoup. Et on a essuyé beaucoup de portes parce qu'on n'avait pas ce fameux track record. Donc je sais que dans 3 ans, là, 2026, quand on aura vraiment cette nouvelle levée obligataire, on aura le track record, on aura déjà les projets qu'on aura réalisés à leur montrer. Tu vois. Ouais. Alors, mais au début, mine de rien, c'est ça qui est très compliqué. Le manque d'expérience. Ouais. Oui, il faut bien pouvoir prouver d'une manière ou d'une autre sa valeur. Ouais. Que ce soit aux banques ou que ce soit en particulier ou un institutionnel ou qu'importe. Et ça, tu le fais de différentes manières, soit avec des opérations précédentes, soit avec du cash, parce que tu as plein de cash dans ta famille et tu peux arriver avec, soit avec une capacité ou une compétence un peu hors norme. Et nous, avec le château, on l'a fait avec un petit peu notre track record, mais beaucoup quand même. Mais quand même beaucoup avec tu vois, il y avait on s'est servi des investisseurs du podcast pour apporter de la machin et ensuite aller. Oui, mais mine de rien, vous aviez quand même 2 profils. Toi, t'avais ton profil quand même où t'es quand même aujourd'hui t'es immergé dans le métier de l'IMO, dans le monde de l'IMO grâce à ton podcast, tous les gens que tu rencontres. Et mine de rien, t'as quand même Martin qui gère une boîte clé en main et qui accompagne, qui gère des investissements toute la journée. Donc vous avez quand même mine de rien un gros track record. Toi, t'as ton réseau derrière et tout. Sans avoir des millions de patrimoine. C'est là que je voulais en venir. Exactement. Après, ce que je conseille quand même, c'est les gens qui veulent démarrer en tant que marchand, on va partir sur un immeuble. Tu démarres sur un appartement, tu vois, sur un studio à T2, et tu fais tes preuves là-dessus. Ça dépend des régions, mais un studio à 70 000 euros, voilà, tu fais 80 000, 100 000, tu démarres là-dessus, et ensuite, tu augmentes petit à petit. Ouais. La place de parking? C'est dur en marchant, peut-être. J'ai jamais essayé. Sincèrement, ça doit se faire. Mais après, comment tu le valorises? Je sais pas. Tu fais des... Il y en a qui font des places moto sur des places voitures. Ou ta place de parking pour, je sais pas, moi, pour de l'électrique, tu vois. Tu peux ou tu peux les boxer. Ouais, j'ai déjà vu ça. Oh, non, mais tu t'achètes de la place de parking, tu prends l'autorisation pour les boxer. Passe d'une place qui se loue 50 à une place qui se loue 100, quoi. Ah oui, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui doivent faire ça. Ah non, mais je suis sûr que tu peux y arriver. Après, bon, il en faut des places de parking, si tu veux environ. Ouais. Non, mais ça peut être un petit... Mais mon démarrage. Ouais, c'est ça. Ça peut être mais non, mais ton petit test. Tout est bon pour démarrer. Plus pour le fun, je crois. Ouais. Tout est bon. Alors, faut pas voir trop gros au départ. Ouais. Faut voir petit, et puis petit à petit, voilà. Trop chouette. Bah écoute, on a appris plein de choses. Ouais, écoute, c'était mon plaisir. parcours, cette partie structure, on n'en parle pas assez, je trouve. Donc, et ça répond à une des questions que j'ai le plus souvent en MP sur Instagram ou sur LinkedIn. Et genre, je suis bloqué dans ma capacité dans ma capacité d'endettement. J'ai fait une RP, un invest locatif. Qu'est-ce que je fais, tu vois?
Bah, la réponse, c'est soit tu augmentes tes revenus pour pouvoir augmenter ta capacité d'emprunt, soit tu te professionnalises en IMO, et là, tu fais ce dont on vient de parler, quoi. Exactement. Ouais. En fait, c'est sûr que si demain t'es pas professionnel du IMO et tu dis je veux faire marchand et je veux trouver des investisseurs pour me suivre, en fait, si derrière t'as pas une vraie vision, un vrai projet, parce que si tu vas juste en one shot, ça va être compliqué, mais si t'arrives avec un vrai projet, une vraie vision, et je dirais même qu'aujourd'hui, je pense qu'en tant que marchand, il faut même créer une marque derrière pour vraiment que tu l'incarnes comme un entrepreneur classique. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est très important. Et t'y arriveras plus facilement. T'y arriveras un peu mieux que si t'as pas de vision et si tu vas juste pour un one shot. C'est ce que je pense. Bon conseil pour finir. Ouais. Merci Arnaud, hyper chouette. Si on veut te suivre, c'est quoi les LinkedIn? Arnaud Cheminot. Réseaux sociaux, Arnaud Cheminot. Arnaud Cheminot. Ok, trop bien. Voilà. Bah écoute, merci. C'était un plaisir. Hein. On va se recroiser sur des événements. T'as intérêt à venir. Ouais, ça va être chouette. Trop fois que je te demande. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte d'y être. Bah écoute, tu viendras à la rentrée en septembre. Allez, à très vite. Merci à tous ceux qui sont restés sur 1 heure d'épisode. Allez suivre Arnaud. Suivez aussi mon compte LinkedIn qui est pas encore assez grand. Il y a 10 000 personnes, mais je suis pas encore top voice, hein, alors il faut y aller. Moi non plus, il faut y aller. Je sais pas comment ils font. Je sais pas s'ils payent LinkedIn pour y être, mais si quelqu'un bosse chez LinkedIn et qui peut nous renseigner, on est intéressé parce qu'on adore le statut de top voice. Moi je veux bien. Je crée à tout le monde. Bon, allez, à très vite. Merci à tous. Salut.